Merci à tous d'être là ce soir. On va commencer. Donc, on est ici à Loire-Atlantique Développement pour ce rendez-vous du CAUE, cohabiter avec la biodiversité. Donc, je suis Anne Gontier, je suis paysagiste et je suis chargée de mission au CAUE de Loire-Atlantique. Et je vais vous présenter rapidement le CAUE et puis introduire ce rendez-vous et vous expliquer dans quelle logique on est avec ce rendez-vous qu'on vous propose ce soir et dans le cycle 2024. Donc le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, c'est un organisme qui a une mission d'intérêt public et qui a pour objectif de promouvoir l'architecture, l'urbanisme, le paysage pour une qualité de notre cadre de vie, donc accompagner la qualité de notre cadre de vie par différentes missions, le conseil, la formation, l'information et la sensibilisation, et pour différents publics, qu'ils soient élus, techniciens, pour le grand public et pour les scolaires. Donc ces différentes missions et ce rendez-vous ce soir, on est plus dans la catégorie, on va dire, grand public, particulier. Et ces rendez-vous sont là en complément de la mission de conseil qu'on a auprès des particuliers, qui fait que nous avons des permanences conseils pour tous les porteurs de projets qui le souhaitent, qui voudraient rencontrer un architecte gratuitement. Donc soit au CAUE le vendredi matin. Sur la thématique bâti ancien, on a l'association TIES-Brest qui tient aussi une permanence ici le premier mardi de chaque mois. Donc ces rendez-vous sont gratuits dans nos locaux, sur rendez-vous. Et le conseil en architecture se décline aussi dans les différentes collectivités du département, dans les comités de communes. Donc toutes les comités de communes que vous voyez en bleu bénéficient d'une permanence par un architecte. Cette année, on a complété ce conseil par le conseil avec un paysagiste qui se déroule pour l'instant ici tous les premiers jeudis de chaque mois. Donc vous pouvez aussi prendre rendez-vous dans la même idée, rencontrer gratuitement un paysagiste et parler de son projet, échanger et avoir des pistes pour démarrer une réflexion et aller dans le sens de la qualité. Vous pouvez aussi consulter le centre de ressources. Il y a un espace d'accueil qui est dans le fond derrière, qui est ouvert au public. Et en lien, nous avons le portail documentaire DocWest où vous pouvez voir toute la ressource documentaire dont le CAUE peut mettre à disposition pour venir consulter, avec aussi toute une collection, notamment sur la Loire-Atlantique, voilà, surtout tout ce qui caractérise la Loire-Atlantique et qui peut vous aider dans vos projets. Si vous êtes là ce soir, peut-être vous êtes déjà abonné à notre newsletter, mais si vous ne l'êtes pas, vous pouvez aller sur notre site internet pour revoir l'actualité et vous abonner pour les prochains événements. Alors, ce rendez-vous ce soir est filmé par Sylvie et ça nous compose toute une bibliothèque de ressources en ligne avec tous ces précédents rendez-vous qui se sont déroulés ici. Donc, on est ce soir pour le 24e. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de rendez-vous qui sont accessibles en ligne que vous pouvez retrouver. Et par rapport à la thématique de ce soir, je vous invite plus particulièrement à compléter cette conférence par celle qui a eu lieu en avril, qui est Comprendre les patrimoines de Loire-Atlantique, qui est le premier rendez-vous du cycle 2024, et par 3 rendez-vous qui sont plus particulièrement orientés sur le jardin et où on avait invité des paysagistes pour aborder différentes thématiques autour du jardin au naturel, du sol vivant et de l'arbre. Donc ce soir, vous verrez, on a surtout des architectes, on parlera de paysage aussi, mais si vous voulez décliner ces thématiques par rapport au jardin, on a déjà des ressources en ligne qui existent. Donc, on est dans cette programmation 2024 qu'on a intitulée Patrimoine en commun, avec pour objectif en 4 rendez-vous d'aborder les enjeux liés au patrimoine bâti, au patrimoine vivant. Donc ce soir, cohabiter avec la biodiversité, mais nous avons encore 2 rendez-vous qui sont prévus. En septembre, vivre dans un bâti ancien, comment concilier valorisation du patrimoine et confort thermique. Donc ce sera le 19 septembre. Et puis en novembre, le jeudi 14 novembre, nous aborderons la thématique des ressources avec un rendez-vous faire avec l'existant, comment tirer parti des ressources naturelles et du déjà là. Donc je vous invite à noter les dates si ça vous intéresse et puis à nous rejoindre également.
Alors, nous avons 3 intervenants qui ont accepté de venir ce soir pour évoquer cette question de la biodiversité. Et avant de leur passer la parole et de les présenter, je vais faire une rapide introduction pour vous expliquer justement dans cette dynamique du patrimoine en commun, pourquoi au CAUE on a proposé cette soirée et pourquoi on s'intéresse à la question de la biodiversité. Alors la biodiversité, si vous êtes là, sans doute vous savez quand même ce que c'est, mais un petit rappel de la définition donnée par l'OFB, l'Office français pour la biodiversité, qui dit: la biodiversité désigne l'ensemble des êtres vivants ainsi que des écosystèmes dans lesquels ils vivent. Donc on a les êtres vivants d'un côté, les écosystèmes, mais ça ne s'arrête pas là, puisque pour que cette biodiversité soit dynamique et soit fonctionnelle, il faut qu'il y ait des interactions entre les espèces, entre elles, et avec leur milieu. Donc ça amène cette complexité et cette diversité. Alors évidemment, l'homme, l'humanité fait partie de cette biodiversité. Vous voyez sur le petit schéma, c'est un joli dessin, mais aujourd'hui, l'homme en fait partie et l'humanité est bien dépendante de la biodiversité. Et à l'inverse, notre biodiversité autour de nous est dépendante aussi de la façon dont on vit, dont on a transformé notre environnement, et on peut du coup favoriser ou au contraire accélérer le déclin de cette biodiversité. Donc on a bien un rôle lié les uns avec les autres, et c'est pour ça que c'est important de la connaître et de s'y intéresser de plus près. Alors la biodiversité a un patrimoine commun à préserver. Dans cette biodiversité, on parle de faune, on parle de flore, qui sont étroitement liés à notre patrimoine. Alors ça peut être notre patrimoine bâti et notre patrimoine naturel. On parlait d'écosystèmes et de milieux, et bien tout cela est lié. On va parler du coup de nos bâtis anciens, de nos centres-bourgs, de nos modes d'habiter, des arbres, des milieux naturels, des trames écologiques, des continuités, ça c'est très important, des parcs, les jardins. On voit ici une photo d'un centre-bourg. Voilà, c'est notre identité locale, c'est la Loire-Atlantique, c'est le clocher du bourg de Vue. Et on voit que voilà, il y a un contexte qui est propre à la Loire-Atlantique. On a plein de paysages très variés, très diversifiés et qui permettent de soutenir et qui permettent d'accueillir toute cette biodiversité et nos modes d'habiter. Donc cette identité locale est notre patrimoine. Le constat, je ne vais pas plus le développer, nos intervenants en parleront, mais on sait qu'on constate un effondrement de la biodiversité. 17% de la faune et de la flore étudiées par les experts sont menacées. Mais c'est tout le vivant qui est concerné. Ce n'est pas seulement la faune menacée, ni la flore menacée, c'est qu'elle soit menacée ou ordinaire, toute cette biodiversité est en déclin. Alors pourtant, cette biodiversité, elle nous apporte un grand bénéfice, un bénéfice commun. On profite des services écosystémiques de toute cette biodiversité, des services de régulation, des services de soutien, d'approvisionnement, sans oublier les services culturels. Je voulais vous mettre cette petite citation d'un livre qu'on a mis dans notre bibliographie, La ville renaturée. Le contact avec la nature est une manière efficace de récupérer face à la fatigue mentale générée par la vie moderne et son rythme frénétique. Donc on voit sur cette image, on le voit, on l'expérimente tous, ce besoin de contact avec la nature, ce besoin de vivant, mais il ne doit pas être au détriment du vivant et on doit bien habiter ensemble, cohabiter. Alors, quelques exemples pour favoriser la biodiversité dans son projet, juste pour dire que quel que soit l'acteur de qui on parle, d'un élu, d'un technicien, d'une entreprise, d'un habitant, on peut tous à notre échelle, chacun à notre manière, intervenir et favoriser, ou du moins au moins éviter de participer à ce déclin. Quelques exemples, ici à gauche, c'est l'espace culturel de Riaillé qui est en phase de rénovation, accompagné par la Loire-Atlantique Développement, la commune de Riaillé. Et je vous ai mis ici les petites photos de 3 espèces qui nichent dans ce bâtiment. Le faucon cresserelle en haut, le moineau domestique, et il y a plusieurs espèces de chauves-souris, ici la pipistrelle commune. Donc ce bâtiment-là a nécessité de faire une étude d'impact et de moduler, d'adapter les travaux, d'adapter les périodes d'intervention sur le bâtiment pour pouvoir être respectueux et voilà, bien connaître les habitats pour travailler sur le projet qui va continuer à se dérouler de la bonne manière par rapport à ces habitats.
Au milieu, c'est le musée d'Aubrey. On l'a visité là tout récemment avec l'équipe du CAIE. Ce qui est intéressant, c'est que dans la tour, ici, qui culmine à 30 mètres de haut, il y a des petites interstices et il y a des martinets noirs qui viennent nicher tous les ans. Et en fait, ces martinets noirs, ils sont là depuis le départ, puisque Thomas d'Aubrey, quand il a construit sa tour, donc on est entre 1860 et 1890, il avait remarqué qu'il y avait des martinets qui nichaient, et d'emblée, dans son projet, il avait prévu ces interstices pour accueillir les martinets. Et on les a vus, hein, ils sont très nombreux à tourner autour. Et ce musée, qui a été pendant plusieurs années en travaux par le département, a permis aussi d'adapter le projet. Et dans le bâtiment qui est en face, les anciens trous de boulins, comme ici à Riaillé, ont été adaptés pour permettre d'accueillir aussi d'autres espèces ou des martinets. À droite, on est ici, Loire-Atlantique Développement, c'est la vue depuis mon bureau, en se penchant un petit peu. On a beaucoup de martinets qui volent autour de nous et on a pu observer avec les différentes équipes de Loire-Atlantique Développement les moineaux, le rouge-queue-noir qui niche, le martinet. Est-ce qu'il niche, est-ce qu'il niche pas? C'est une question, mais en tout cas, ils sont bien présents. Donc ça, on est plus à l'échelle de la collectivité, l'échelle du bâti partagé, du commun. À l'échelle individuelle, on a aussi quelques exemples aussi pour favoriser la biodiversité. À gauche ici, c'est une intervention d'une conteuse, Frédérique Soulard, qui est intervenue il y a quelques années dans les rues de Nantes pour nommer, elle appelait ça les belles de bitume, nommer ces mauvaises herbes, entre guillemets, parce que quand on donne un nom, tout d'un coup, il y a une autre dimension. On sait ce que c'est et on peut apprendre. Et puis, toutes ces belles de bitume qui viennent jalonner, ça contribue à créer des continuités écologiques. Ça contribue à favoriser la biodiversité par ici des insectes pollinisateurs. Donc là, on est dans l'espace public, mais chacun devant sa maison. À Nantes, on peut aussi travailler avec la ville, même individuellement, pour favoriser ça. Des exemples ici avec un nid d'hirondelle rustique sur une maison ancienne avec une simple planchette qui va permettre à l'hirondelle de favoriser la construction de son nid. Il y a beaucoup d'actions aussi avec les nichoirs à mésanges qui contribuent à la lutte biologique pour réguler les populations de chenilles processionnaires. Ça, on retrouve dans beaucoup de communes, notamment à Pornic, à La Baule, sur le littoral. On a beaucoup de ces questions-là. Et puis voilà, un jardin urbain dans le centre de Nantes, comment par la gestion de son jardin à son échelle, on peut favoriser une présence végétale suffisamment forte pour observer la faune. Voilà, donc chacun à son échelle. On espère qu'avec ce rendez-vous, vous allez pouvoir trouver votre mode d'action. On a aussi travaillé avec la LPO, Valentin en parlera, et l'Union régionale des CAIE pour donner des pistes pour chacun puisse trouver sa façon d'agir. Donc ici, c'est un croquis qui vient montrer comment, quel que soit l'endroit où on vit, l'endroit où on va avoir un projet, il y a différentes configurations. Mais l'enjeu au départ, ça va être de comprendre et d'avoir une action globale qui va être bénéfique. Et pour cela, la première chose, c'est d'avoir cette lecture des espaces, comment on caractérise les espaces qu'on a autour de chez nous. Est-ce qu'il y a un muret, est-ce qu'il y a différentes herbacées, des herbes hautes, des herbes plus tendues, la présence de l'eau, de zones humides, le bâti, qu'est-ce qu'il permet, qu'est-ce qu'il ne permet pas. Et on voit que chaque espace va accueillir différents types d'espèces. Et c'est cette connaissance globale qui va permettre aussi de créer cet équilibre, parce qu'une espèce, si elle a de quoi trouver un gîte, si elle n'a pas le couvert à côté, ça ne va pas fonctionner. Donc on peut fabriquer un hôtel à insectes, mais s'il n'y a pas le couvert à côté, ça ne sert à strictement rien. Donc il y a cette connaissance des espaces et des espèces qui est la base de toute action. Donc, on vous a préparé des petites fiches. Certains les ont déjà prises. C'est dans la continuité de nos fiches, les petits conseils des CAIE des Pays de la Loire, donc tous les CAIE des Pays de la Loire, qui ont un ensemble de fiches pour les porteurs de projets sur leur projet de maison. Et donc là, on a une série de 4 sur la question de favoriser la biodiversité. Donc, je ne vais pas plus en parler, mais elles seront bientôt en ligne sur notre site. Et c'est vraiment l'objectif de comprendre les enjeux de la biodiversité dans la première fiche. Ensuite, comment on intervient sur du bâti existant, comment on intervient dans une construction neuve et comment on peut intervenir dans le jardin. Voilà cette petite collection.
On vous a préparé aussi une bibliographie. Il y a quelques ouvrages qui ne sont pas forcément là, mais qui sont en consultation sur la table. Donc, à la fin de la conférence, il y aura un petit temps convivial et vous pourrez aussi les consulter. Voilà. Et maintenant, je vais accueillir nos différents intervenants. Donc, dans l'ordre, on aura Valentin Mogard, qui est chargé de mission biodiversité bâtie à la LPO des Pays de la Loire. Ensuite, Delphine Lewandowski, qui est diplômée d'État en architecture, docteur en architecture, et qui viendra nous parler de son travail qu'elle a fait au moment de sa thèse. Et Nathan Crouzet, qui est aussi diplômé d'État d'architecture et urbaniste, et qui viendra nous présenter son projet. Donc, je vous remercie de les accueillir, de les écouter, et je passe la parole à Valentin, et on se retrouvera à la fin avec nos 3 intervenants pour un échange questions-réponses. Voilà, merci à vous. Comme Anne l'a dit, moi c'est Valentin, je suis chargé de mission biodiversité bâtie à la LPO Pays de la Loire. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que bon, quand on a vu ça, biodiversité bâtie, ça peut paraître un petit peu antinomique. Bon, c'est vrai que Anne vous a fait une petite présentation qui a peut-être déjà réconcilié les deux pour ceux qui étaient un peu plus sceptiques. Mais en gros, mon quotidien, c'est d'essayer de concilier ces deux enjeux, donc d'accompagner les porteurs de projets qui ont un projet de construction ou de réhabilitation ou de démolition ou d'aménagement en général, à intégrer la biodiversité dans leur projet, c'est-à-dire prendre en compte ce qui est là et essayer de favoriser ce qui n'est pas là. Donc voilà, ça s'inscrit dans les missions de la LPO. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association loi de 1901 qui est sur tout le territoire national. Ce que son nom indique pas, Ligue pour la protection des oiseaux, son nom complet c'est Ligue pour la protection des oiseaux, agir pour la biodiversité. Donc on travaille sur toute la biodiversité, donc tous les types d'espèces et tous les milieux. Et ensuite, on travaille autant sur les espaces naturels que sur les espaces très contraints par l'homme, donc principalement sur l'agriculture et sur les zones urbaines, parce que ce sont les deux zones où la biodiversité s'effondre le plus vite. On va avoir l'occasion d'en reparler tout de suite. Donc, pour revenir tout de suite sur les zones urbanisées, pourquoi c'est intéressant de parler de biodiversité dans les zones urbanisées? Il y a tout un tas de raisons. La première, c'est peut-être la place qu'elles ont aujourd'hui en France, parce que selon les dernières statistiques de l'INSEE, qui datent un peu déjà, je crois, ça fait 22% du territoire. Après, tout dépend ce qu'on appelle zone urbanisée, zone bâtie, etc. Ça englobe aussi, ça englobe surtout les aires urbaines, je crois. Et du coup, ça représente quand même une grosse partie du territoire. Donc si on enlève la biodiversité de cette partie-là, forcément, on enlève la biodiversité d'une grosse partie du territoire. Ensuite, il n'y a pas que ça aujourd'hui, il y a aussi que la ville, elle va accueillir à la fois des milieux et des espèces qui sont aujourd'hui presque propres à la ville. Pourquoi ? Parce qu'on a un certain nombre d'espèces, notamment le martinet qu'a présenté Anne, qui sont adaptées aux bâtiments et qui sont aujourd'hui quasiment dépendantes des bâtiments, donc de ce milieu qui est particulier, qu'on trouve que dans les zones bâties, pour y trouver un espace où elles vont se reproduire. Donc là, le martinet, c'est un exemple, mais il y a tout un tas d'autres exemples, que ce soit chez les oiseaux, chez les mammifères ou chez les reptiles. Et puis il y a aussi certains milieux qu'aujourd'hui on ne trouve plus trop dans les périphéries rurales, notamment les friches et même les très vieux arbres qu'on trouve de moins en moins aussi dans les espaces ruraux, mais plutôt en ville. Et du coup, ce qui va permettre à certaines espèces d'y trouver un espace où elles sont paradoxalement et plus tranquilles que dans la périphérie moins urbanisée. Voilà. Et puis ensuite, on a aujourd'hui un intérêt social qui monte. On le sent, nous, de notre côté, avec notre nombre d'adhérents qui monte et puis le nombre de sollicitations qu'on a par rapport à la nature en ville qui augmente. Mais on a aussi tout un tas d'études, de sondages qui montrent qu'il y a un réel désir de nature chez les citadins, mais pas que. Et puis aussi, l'intérêt, comme l'a précisé Anne, il est réellement au niveau de notre façon de vivre, de notre santé, étant donné qu'on fait partie de l'écosystème, on dépend de sa bonne santé aussi, de son bon fonctionnement. Et puis notre bien-être mental, il dépend aussi de ça, parce que je pense qu'on s'accorde presque tous pour dire qu'un peu de nature dans la ville, ça apporte du beau aussi, et ça apporte du bien-être à ce niveau-là. Sans parler du cycle de l'eau, du carbone, de l'air, etc.
Voilà là-dessus. Puis pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, moi ce que je voulais vous faire, c'était vous montrer un peu la diversité de milieux qu'on peut trouver à l'échelle d'une parcelle et à l'échelle d'un bâtiment. Mais je me suis concentré là-dessus parce que c'est sur ça qu'on se concentre quand on parle à l'échelle d'un projet. Mais évidemment, il faut raisonner à l'échelle globale, comme l'a dit Anne, à l'échelle du territoire, parce que les espèces, elles ne s'arrêtent pas à notre jardin, elles ne s'arrêtent pas à notre bâtiment. Et si nous on met tout en œuvre chez nous pour que ça se passe, pour les accueillir, ça leur suffira pas forcément. Il leur faut des corridors pour se déplacer à leur autre zone de chasse. Il leur faut cette zone de chasse. Il leur faut une zone de reproduction, une zone d'alimentation, une zone de repos, etc., etc. Donc pour vous présenter un peu la diversité, on va dire presque maximum de ce qu'on peut trouver sur une parcelle, en fait, la plupart du temps, on trouve un bâtiment et une pelouse et un peu de bitume, une haie, assez souvent monospécifique, type laurier ou thuya. Mais il y a quand même un certain nombre de jardins où on peut trouver tout un tas de milieux et du coup tout un tas d'espèces qui vont en découler. Parce que je vous ai fait une petite rétrospective de certaines espèces qui peuvent être liées à certains milieux et que vous pouvez voir débarquer chez vous ou déjà chez vous si vous les avez. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu peut-être chez eux des lézards des murailles, comme vous avez en bas à gauche, ou des choucas des tours comme vous avez en haut sur leur pelouse, voire des argus bleus sur les fleurs que vous pouvez avoir chez vous. Mais je pense que vous êtes moins nombreux à avoir eu de la lite accoucheur, parce que forcément il faut avoir un peu d'eau chez soi, voire un petit muret en pierre avec des cavités ou des cavités en bas de son mur. Mais voilà, c'est un petit peu la diversité de ce qu'on peut avoir, sans oublier le sol qui est aussi très très important. Parce qu'aujourd'hui, il est la base de tout ce qui va en découler. Donc des plantes qui vont servir d'alimentation aux insectes, puis et à nous d'ailleurs aussi, et les insectes qui vont servir d'alimentation à ceux au-dessus de la chaîne alimentaire, etc., etc. Et aujourd'hui, on estime, avec la biodiversité qu'on connaît, que le sol, il en abrite un quart à peu près, principalement des micro-organismes et des bactéries, mais aussi un petit peu de faune. Notamment, vous avez un petit exemple de lombric à l'image. Et puis ensuite, si on zoome sur le bâtiment, il y a aussi toute une diversité d'espèces qui peut être accueillie. Là, vous avez une grosse colonie de murins à oreilles échancrées qui est présentée en haut à droite. Mais ça ne sera pas la majorité de ce qu'on retrouvera chez nous. Pour certains diront encore heureux. Mais voilà, nous quand on trouve ça, on est très content. Et voilà, on a à peu près en Pays de la Loire 24 espèces d'oiseaux qui peuvent se retrouver dans le bâtiment. On a une vingtaine d'espèces de chauves-souris aussi. Sinon, quelques reptiles et quelques autres mammifères qui ne sont pas des mammifères volants comme les chauves-souris. Et elles vont exploiter en fait tout un tas d'espaces qui peuvent correspondre soit à des cavités qu'on avait initialement en falaise ou dans des très vieux arbres, soit à des décollements d'écorce ou alors encore pour les hirondelles de fenêtre que vous avez en haut à droite, à des éléments des falaises, des rebords de falaises qui leur permettent d'accrocher leur nid qui est fait de boulettes de boue. Donc là, je vous ai mis 5 exemples qui correspondent à peu près aux 5 espaces principaux, qui sont les fissures et cavités, avec l'exemple du martinet noir que Cannes vous a présenté brièvement tout à l'heure, qui est un oiseau migrateur qui ressemble un peu à l'hirondelle et qui va se poser, qui va arrêter de voler uniquement pour aller se reproduire, donc pour couver, pour nourrir ou pour élever les jeunes. On a les chauves-souris qui, comme le murin à oreilles échancrées, qui occupent des volumes. Donc tout volume inhabité avec un accès dans une maison, il peut être exploité, que ce soit les combles perdus, un vide sanitaire, une cave ou tout autre volume. Si demain vous laissez ouvert la fenêtre de votre chambre, qu'elle est suffisamment sombre et que vous n'y venez pas, ça finira peut-être par être colonisé.
Et puis les bardages, les volets, les porches qui peuvent aussi accueillir les chauves-souris qui sont dites plutôt fissuricoles, donc qui vont profiter d'un tout petit espace, 7 mm sur 2 ou sur 1, ça suffit pour qu'elles se glissent. Pour vous donner une idée, la taille de la pipistrelle commune, c'est à peu près la taille du pouce. Donc c'est vrai qu'on les retrouve assez, on les retrouve assez souvent, y compris en ville, dans tout un tas de bâtiments. Et puis enfin, il y a les angles de fenêtres, les balcons, les avant-toits, tous les débordements architecturaux en fait, qui vont être colonisés par des espèces comme l'hirondelle de fenêtre, qui va y trouver un espace pour abriter et accrocher son nid. Encore faut-il qu'elle trouve de la boue et des insectes pour se nourrir. Donc voilà sur le petit panorama, vous voyez qu'il y a une grande diversité d'espaces. Et pourtant, vous n'avez pas tous l'impression d'avoir des espèces chez vous. Pourtant, vous avez ces petits espaces-là. C'est que cette biodiversité, elle est assez discrète aussi. Et du coup, il y a certaines espèces qu'on va voir assez facilement, les hirondelles notamment. Mais la petite pipistrelle qui fait sa taille de pouce, quand elle est glissée sous le bardage, quand elle est derrière le volet, on ne la remarque pas forcément. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'impact sur ces espèces-là dans les projets de réhabilitation notamment, qui sont plutôt liés à la méconnaissance qu'à la vraie volonté de nuire, quoi. Donc aujourd'hui, ces petites espèces que je vous ai présentées là, on suit un petit peu leur évolution au niveau national, donc que ce soit les chauves-souris ou les oiseaux, et on arrive à produire des statistiques. Donc je ne vais pas vous expliquer tout le processus, tout le protocole scientifique, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller le chercher. Et ça nous donne ces petits chiffres-là. Donc pour les chauves-souris, on est à moins 43%, je ne suis pas sûr que ça soit très lisible, à droite. Et pour les oiseaux, on va différencier en fonction des milieux qu'elles exploitent. Et en violet, vous avez les espèces spécialistes du milieu bâti, donc pas seulement des bâtiments, mais aussi par exemple des haies de vos jardins, qui sont à moins 33% aujourd'hui, donc ce qui est un petit peu, enfin même bien au-dessus de la moyenne des oiseaux communs, qui est à peu près à moins 16%. Et le seul endroit où c'est plus important, la baisse, c'est dans les milieux agricoles, avec moins 36%. Donc voilà, ça donne un petit ordre d'idée. C'est sans doute pas le chiffre exact, étant donné que c'est des statistiques, mais c'est en tout cas la tendance est avérée, je pense. Et pourquoi elle s'effondre cette biodiversité ? Là, je vous ai mis les 5 raisons qui ont été standardisées par les scientifiques. Si vous additionnez les pourcentages, d'ailleurs, ils ont fait des pourcentages de contribution, ça fait pas 100%, c'est pas les 5 uniques raisons, mais c'est les 5 raisons principales. Donc, avec en tête de toutes la disparition et la fragmentation des habitats, dont la première cause est l'artificialisation. Donc on pense forcément à bitumer la construction, mais pas que. Il y a aussi, par exemple, si on coupe une forêt pour la transformer ou une prairie pour la transformer en agriculture, en zone agricole intensive, ou j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête, mais voilà les 2 exemples principaux de l'artificialisation aujourd'hui. Et puis sur l'exploitation des ressources biologiques, ça vise principalement la pêche et l'exploitation forestière, le changement climatique, je pense que vous connaissez tous bien, et puis les pollutions diverses et variées, des pollutions accidentelles aux phytosanitaires, à nos déchets, etc., etc. Puis les espèces exotiques envahissantes, c'est une grosse contribution aussi. C'est autant en flore qu'en faune. Dans votre jardin, par exemple, parfois on retrouve dans les espaces verts ou dans les espaces verts communs du buddleia ou de l'élanthe qui sont considérés comme des espèces exotiques envahissantes. Pourquoi exotiques envahissantes ? Parce qu'elles sont pas adaptées à notre écosystème et du coup elles ont un impact sur ces écosystèmes-là, ou lorsqu'elles ont un impact sur la santé aussi, on les classe dans cette catégorie. Donc voilà pour les 5 raisons. Donc ensuite, on peut tous un petit peu agir sur cet effondrement de la biodiversité, notamment avec les quelques petites clés que Anne avait commencé à présenter. Et puis, j'avais un petit truc sur la réglementation que j'ai oublié. Et c'était un peu l'idée de nos... des cas de fiches qu'on a réalisé avec l'Union régionale des CAUE et puis avec le CAUE 44, c'était de donner des clés pour essayer d'agir chacun à son échelle en fonction du projet qu'on a. Et ce que je voulais faire, moi, c'était vous résumer un petit peu, pas vous résumer, mais vous présenter un petit peu un début de démarche sur
comment on fait une démarche biodiversité dans le cadre d'un projet, quoi. Et du coup, je vais juste faire un petit point sur la réglementation, rapidement. Je suis désolé, c'est pas très bien construit tout ça. Mais voilà, parce que souvent, quand on parle d'espèces protégées, on ne sait pas trop ce que ça recouvre. Et du coup, ce que je voulais juste vous attirer votre attention sur, c'est que une espèce protégée, évidemment, on n'a pas le droit de détruire l'individu, mais on n'a aussi pas le droit de détruire l'habitat. Donc ça, en fait, l'habitat, ça correspond à quoi ? Ça correspond à l'espace que l'espèce va exploiter pour se reproduire principalement ou pour se reposer. Donc ça correspond notamment à la petite cavité qu'on a sur le bâtiment et dans lequel on peut avoir une espèce qui vient. Donc à partir de ce moment-là, on se dit du coup on peut rien faire. Non, en fait, il y a une dérogation qui est possible et qui est prévue par la loi. Donc c'est une dérogation à une loi, donc forcément les conditions elles sont un peu strictes. Donc c'est les trois qui sont présentés au diapo, donc l'absence de solution alternative satisfaisante, la raison impérative d'intérêt public majeur, et le maintien des populations dans un état de conservation favorable. Donc c'est ça qui nous intéresse le plus. Et ça veut dire quoi, maintenir les populations dans un état de conservation favorable? Ça veut dire que quand on vient impacter cet élément-là, on va essayer de garantir l'absence de destruction d'individus, garantir le maintien de l'habitat, donc quand on le détruit, essayer de le remettre en place, ou essayer de le conserver quand ça pose pas de soucis, et puis essayer de limiter au maximum la perturbation, surtout en période sensible, par exemple en période d'hibernation des chauves-souris, ou en période de reproduction des oiseaux. Donc voilà, c'est un peu ce qui guide la démarche biodiversité. C'est pour ça que je vous avais mis le petit point avant sur la réglementation que j'avais oublié. Et du coup, cette démarche, comment ça se passe en général? Moi, par exemple, quand j'accompagne un porteur de projet, mais ça peut s'appliquer à un projet d'un particulier, la première étape, c'est de connaître, de savoir ce qu'il y a sur la parcelle, de savoir ce qu'il y a dans son bâtiment. Donc ça suppose d'observer. Parfois, ça suppose des compétences spécifiques. Les chauves-souris, c'est pas forcément si évident à repérer quand on connaît pas. Et puis, ça demande un petit peu de matériel. Et puis, ça demande aussi de la connaissance sur l'écologie des espèces ensuite pour prévoir des mesures. Si on veut avoir des mesures qui sont adaptées à la fois aux périodes sensibles de l'espèce et puis à remettre en place quelque chose qui va vraiment servir aux espèces. Donc, par exemple, si on met un nichoir, je vous ai mis l'exemple à côté, il faut s'assurer qu'il soit mis à la bonne hauteur, à la bonne orientation. Et voilà, et que ça soit le bon aussi, mais ça en général c'est écrit sur le produit. Et voilà, une fois qu'on a validé ces mesures, faut les mettre en place. Donc on peut soit protéger ce qui est déjà présent, soit essayer de favoriser d'autres choses. Et puis ensuite, ce qui est intéressant à la fin, et ce qui rend content à la fois le propriétaire et nous, c'est ensuite d'aller observer ce qui se passe et de voir les petites espèces coloniser l'espace. Et c'est une des plus grandes récompenses de ces mesures-là, quoi. Donc voilà, je ne vais pas vous refaire le speech sur les 4 fiches conseils, mais je vais vous faire plutôt une petite présentation sur chacune des 3. Donc la première, c'est la démarche sur intervenir sur le bâti existant. Donc ça revient à la démarche que je vous donnais avant. Donc la première étape, c'est d'essayer d'identifier les espaces occupés par la faune. On peut aussi essayer d'identifier les espaces qui sont occupés par la flore, pourquoi pas. On peut avoir de la végétation de mur, surtout sur du bâti ancien, qui peut être assez intéressante. Et ensuite, une fois qu'on a identifié ces espaces, il faut essayer d'adapter son calendrier d'intervention. Quand je dis ça, c'est pas faire de travaux sur la période de reproduction de l'hirondelle de fenêtre, par exemple, mais c'est essayer de remettre en ordre le planning pour ne pas intervenir à l'endroit où il y a le nid, au moment où il y a les petites dents, quoi. Au moment où elles commencent à s'installer, etc., etc. Donc en général, ça se joue plutôt sur le phasage des opérations que sur le calendrier des travaux général, mais c'est un élément essentiel pour essayer de faire en sorte qu'il y ait toujours des petites hirondelles et qui reviennent l'année d'après, par exemple, vu que j'étais sur cet exemple-là. Et puis à la fin, on essaye de conserver les habitats, donc ceux qui ne posent pas souci, ou d'en remettre en place. Vous avez l'exemple d'un nichoir intégré dans l'isolation d'une maison individuelle. C'est un gîte qui est destiné aux pipistrelles communes, là, en l'occurrence. Donc voilà pour le bâti existant. Après, il y a tout un tas d'autres petites actions qui peuvent être mises en place. On peut penser à la végétalisation, notamment des façades, qui se fait beaucoup aujourd'hui, en mettant des plantes grimpantes, notamment lierre, chèvrefeuille, clématite ou autre, quoi.
Ensuite, quand on cherche à favoriser la biodiversité dans une construction neuve, c'est un peu la même démarche, sauf que ça se fait à l'échelle de la parcelle, forcément, puisqu'on va construire sur cette parcelle-là, et donc on va peut-être impacter du milieu naturel, et là pas du milieu naturel ou semi-naturel, et pas du bâti. Donc l'idée, c'est de voir un peu ce qui est présent, les milieux qui sont les plus intéressants ou non, et puis d'adapter le projet pour essayer d'impacter au minimum, quoi. Donc évidemment, la première étape, et ce qui est assez logique, c'est que sur une parcelle où on a de l'artificialisation, déjà, on va essayer de construire là où on a de l'artificialisation. Et puis ensuite, c'est un peu la même démarche, on essaye d'adapter le planning aux sensibilités, et puis de protéger les espèces et les habitats en phase chantier. Donc si par exemple, là vous avez un exemple d'arbre qui a été protégé, donc là c'est une protection qui est maximum, puisqu'on essaye de protéger l'air des racines, et pas seulement le houppier et le tronc de l'arbre, donc ce qui permet de garantir sa reprise ensuite, quoi. Et puis ensuite, on peut aussi favoriser de nouveaux habitats, parce qu'aujourd'hui, on a tout un tas de parcelles où on va désimperméabiliser, donc où on va ramener l'eau, ramener le sol, enfin ramener la pleine terre, et donc ramener toutes les espèces qui vont suivre, donc que ce soit la flore ou la faune. Et je vous ai mis un petit exemple de mare en bas à droite, du coup, puisque c'est un des espaces qui nous manque beaucoup aujourd'hui et qui est super intéressant pour la faune. Et on en parlait avec un autre intervenant juste avant. C'est un des espaces où on voit le plus vite des résultats en termes de biodiversité, donc avec le retour des libellules, des amphibiens, etc., etc. Et enfin, au jardin, c'est une démarche qui est un petit peu différente, parce qu'en général, le jardin, il est déjà là. On ne vient pas intervenir pour aller détruire des habitats, mais plutôt pour aller en recréer. Donc pour vous donner quelques clés sur comment avoir un jardin accueillant pour la biodiversité, bah c'est vrai que c'est assez facile. Biodiversité, diversité. Donc on va essayer de diversifier. Quand on dit diversifier, c'est diversifier quoi? C'est diversifier les milieux. Donc essayer d'avoir, comme je vous montrais un petit peu au début, à la fois de la pelouse, des herbes hautes, des arbustes, des arbres. Donc tout ce qu'on appelle nous des strates de végétation, parce qu'en fait c'est super important pour avoir tous les éléments de l'écosystème qui viennent s'implanter. Et puis ensuite, avoir une gestion douce pour essayer de laisser la biodiversité se développer. Parce que en fait, par exemple, quand on coupe une fleur, pour donner un exemple tout simple, avant qu'elle soit une fleur d'ailleurs, donc quand c'est encore qu'une plantule ou un brin d'herbe, bah en fait on l'empêche d'aller au bout de son cycle de développement, et donc d'avoir les éléments qui sont à la fois intéressants pour sa propre reproduction et à la fois pour l'alimentation et la reproduction des insectes, notamment on pense aux pollinisateurs mais pas que, puisqu'on ne lui laisse pas l'opportunité de se développer. Donc c'est pour ça que notamment rien que sur la tonte, c'est important d'avoir une gestion douce. Et puis ensuite, bah, c'est pareil pour les arbres. Et voilà, je vous ai mis un petit exemple en haut à droite avec un tas de bois qui attire le hérisson. Ça, c'est un autre exemple de gestion douce. Les branches, quand elles tombent dans l'écosystème, c'est pareil pour les feuilles d'ailleurs, quand elles tombent dans l'écosystème, elles ne sont pas automatiquement nettoyées. Et en fait, elles ont un intérêt pour les espèces qui sont spécialisées là-dedans, notamment les décomposeurs, mais aussi d'autres espèces qui ont su tirer profit, notamment le hérisson, de ces petites accumulations, en l'utilisant pour s'abriter. Et voilà, donc en fait, c'est d'autres petites actions sur ce qu'on appelle les micro-habitats qui peuvent avoir leur utilité. Donc tas de bois, tas de pierres, tas de feuilles. Tout ça, en fait, ça peut être exploité par la faune. Et enfin, peut-être une des choses les plus importantes, si on ne laisse pas se développer la végétation spontanément, parce qu'en général c'est de la végétation locale qui va se développer, bah, c'est d'essayer de planter local, parce qu'en fait les espèces, elles ont coévolué au cours du temps. Donc en fait on ne trouve pas du tout la même chose sur un chêne sur lequel on peut trouver au cours de sa vie des centaines d'espèces, que par exemple sur un robinier qui vient d'Amérique du Sud, où là on va plutôt être en dizaines d'espèces. Donc c'est super important aussi de se tourner plutôt vers le local, qui d'ailleurs, on a de la chance, est plutôt adapté à notre climat, moyennant les petits changements climatiques de ces dernières années. Et voilà, bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis désolé, c'était un peu déstructuré. Mais c'est la fin de journée. Moi, je vais vous parler des murs biodiverses, qui sont des murs qui ont été conçus spécifiquement pour accueillir la biodiversité. En particulier, donc c'est une solution de végétalisation du bâti parmi d'autres, donc comme le lierre qui a été cité précédemment, et
et qui est utile en fait dans des endroits de villes denses, très minéraux, où il y a peu de pleine terre par exemple. Donc c'est issu des travaux de ma thèse que j'ai soutenue il n'y a pas si longtemps à l'école d'architecture Paris-Malaquais, au laboratoire GSA, en collaboration aussi avec le laboratoire CESCO du Muséum d'Histoire Naturelle. Et c'était une thèse en CIFRE, donc c'est toutes les thèses en entreprise dans l'agence d'architecture Chartier-Dalix. Donc je voulais d'abord revenir sur l'importance de la nature en ville, mais on l'a déjà mentionné beaucoup. Je pense que c'est vraiment le contexte premier dans lequel on s'inscrit quand on parle aussi de biodiversité. C'est d'un point de vue d'abord anthropocentré, donc centré sur le service que rend la nature aux humains, qui peut être décliné en 3 grandes catégories, donc l'environnement, la santé, mais aussi l'économie et le social. Donc en plus d'avoir un impact sur la santé mentale, il y a aussi un impact sur la santé physique. Ça réduit aussi la mortalité en ville, donc ça a un impact au-delà en fait du bien-être psychique. Et parmi toutes ces services que rend la nature, il y a aussi le fait d'avoir des habitats pour la faune et la flore en ville. Et donc ça, c'est d'autant plus important, donc je reviens encore dessus, mais je pense que c'est assez important de le redire, qu'on est dans une crise d'effondrement de la biodiversité sans précédent, qui est vraiment alarmante. L'IPBES, qui est la plateforme intergouvernementale, qui est une sorte d'autorité d'évaluation mondiale de la biodiversité, équivalent du GIEC, a sorti son premier rapport en 2019, donc c'était l'année où j'ai commencé ma thèse, avec ce chiffre sans précédent d'1 million d'espèces menacées d'extinction. Donc on a 10% des poissons dans le monde, on a presque 20% des oiseaux, 30% des amphibiens. Donc c'est des chiffres vraiment énormes qui sont effrayants, qui ont d'abord un impact sur ces espèces, évidemment, sur leur survie, mais qui évidemment se répercutent sur notre survie en tant qu'espèce humaine, puisqu'on fait partie de ces écosystèmes. Et donc j'ai mis un peu la même slide qui a été présentée juste avant, mais je trouve que c'est bien de la répéter pour que voilà, vous puissiez vraiment avoir les informations en tête. Donc c'est les 5 facteurs d'érosion de cette biodiversité qui ont été identifiés par ce rapport. Donc les changements d'utilisation des terres et mers, l'exploitation directe avec la surpêche, le braconnage, déforestation, le changement climatique qui est un facteur aggravant, la pollution des eaux, des sols, de l'air, mais aussi la pollution lumineuse et phonique, donc le bruit et la lumière en ville qui impactent réellement les espèces. Et enfin, la propagation d'espèces envahissantes qui vont, comme des colons, en fait, arriver sur un nouveau territoire et menacer les espèces indigènes de ce territoire et les menacer aussi d'extinction. Donc là, dans le contexte des murs biodiverses, on se concentre plutôt sur l'urbanisation, qui est l'un des facteurs d'origine humaine les plus intensifs et rapides qui menacent la biodiversité. Comme ça a été dit aussi précédemment, désolé, il y a un peu des redites, mais je me dis que c'est, voilà, au moins ça joint un peu plusieurs points de vue. Les villes ne sont pas indépendantes du reste du territoire. Elles font partie des corridors écologiques, donc qu'on peut prendre au niveau interrégional, avec par exemple comment lier 2 forêts entre elles, au niveau régional, au niveau aussi local. C'est-à-dire que les espèces, elles vont pas forcément faire, elles font faire la différence, mais la ville où toute l'anthropisation en fait du territoire va constituer un obstacle à ces espèces. Dans le contexte d'une ville dense, en fait, les bâtiments peuvent jouer le rôle d'un habitat analogue pour ces espèces, comme on l'a vu précédemment, et notamment par la végétalisation. Quand bien même les enveloppes des bâtiments représentent jusqu'à 50% de la surface globale de la ville. Donc c'est assez énorme le potentiel. L'un des bâtiments qu'on peut citer comme exemple comme habitat analogue, c'est l'école des sciences et de la biodiversité à Boulogne-Billancourt, donc à l'ouest de Paris, livré par l'agence Chartier-Dalix en 2014, qui était un programme assez ambitieux. On a une réelle portion de paysage qui a été recréée. Donc là, c'est pas juste un espace vert sur un bâtiment. Le but, c'était vraiment de reconstituer un milieu qui s'inspire des milieux d'Île-de-France. Donc un boisement d'Île-de-France avec son ourlet fruticé, sa lisière et une prairie. Et comme vous le voyez en bas à gauche, il y a aussi toute une enveloppe autour du bâtiment qui a été constituée pour accueillir le vivant, avec des blocs de béton qui ont été coulés afin de créer des nichoirs pour tout un tas d'espèces différentes, d'oiseaux, de pipistrelles et d'insectes. Si on se penche sur ce mur que vous avez à gauche, c'est tout simplement un parement gigantesque de blocs de béton, où on voit ici, c'est un mur végétalisé sans arrosage et sans substrat. Donc le but, c'était assez
risqué et ambitieux à l'époque, en tout cas par les architectes, c'était d'imaginer que la matière organique allait s'accumuler au fil des années, sur le mur, et le béton allait vieillir, donc son pH allait diminuer pour qu'il devienne plus accueillant pour les espèces et que ça vienne spontanément. Et donc, en effet, c'est suivi depuis 10 ans maintenant, et on voit qu'il y a en tout presque 400 espèces différentes sur ce bâtiment, à la fois toiture et mur. Donc, c'est quand même intéressant de pouvoir comme expérimentation. Et de là a découlé l'idée du mur biodiversitaire qui a fait l'objet de mes recherches, qui est un mur qui intègre directement le substrat. Au lieu d'attendre que la matière organique s'accumule spontanément, on imagine un mur avec un substrat interne qui permet d'accueillir les plantes. Donc c'est un mur tricouche qui est basé sur un concept de mur tricouche, avec une partie pour tenir structurellement et isoler, donc ce qu'on attend d'un mur classique, une partie de couche de substrat pour nourrir les plantes en façade qui s'épanouissent donc, dans la troisième partie. Donc l'originalité de ce mur biodiversitaire par rapport à d'autres murs végétalisés qui existent sur le marché, c'est tout d'abord cette continuité de substrat dans le mur. L'idée, c'est de créer un sol vivant, pas un sol inerte, avec une activité biologique à l'intérieur du sol qui va favoriser les échanges entre les plantes et permettre plus d'autonomie à ce milieu, qui reste un milieu artificiel, mais en tout cas qui se rapproche d'un fonctionnement naturel, et notamment la continuité entre le sol en pleine terre, le sol à l'intérieur du mur et un sol en toiture, c'est ça qui va aussi favoriser l'autonomie du système. L'autre originalité de ce système, c'est l'emploi de matériaux de construction courants, donc comme le béton, la brique ou la pierre, qui permet d'avoir une qualité architecturale qui est liée au bâtiment et aussi une plus grande longévité et inertie pour ce milieu vivant. Généralement, les murs végétalisés, ils sont faits plutôt en... Donc je ne parle pas des façades végétalisées avec les grimpantes, mais les bardages rapportés végétalisés, c'est plutôt des jardinières avec des cages métalliques, par exemple, ou du plastique. Donc c'est moins résistant. Enfin, le troisième intérêt en fait, de ce concept, c'était la couche surfacique épaisse, donc celle qui protège en fait, le substrat de l'extérieur. Comme elle est plus épaisse que sur la plupart des murs végétalisés existants, on va avoir une protection du milieu à l'intérieur. Donc ça, c'était un peu les hypothèses de départ avant de l'étudier, mais il restait énormément de questions sur le fonctionnement. Et c'était l'objet de mes recherches de savoir quelles sont les conditions à la fois techniques, donc quels matériaux on peut utiliser, quelle morphologie, quel système constructif, et quelles conditions aussi biologiques, donc quelles plantes peuvent pousser dedans, quel type de substrat, quel apport en eau. Donc ça restait à être étudié. Et donc on a construit 3 types de murs biodiversitaires sur le site de mon laboratoire à Paris, en face du Jardin des Plantes, rue Buffon. Donc on a choisi 3 matériaux en fonction de nos moyens et en fonction de ce qu'on trouvait pertinent. Les critères, c'était que les matériaux soient suffisamment résistants à l'eau et qui permettent un système constructif qui soit suffisamment aussi résistant mécaniquement pour accueillir cette couche de substrat interne. Et on a fini par trouver 3 solutions maçonnées. Donc le premier qu'on a fait, c'était le mur en briques pleines, donc en terre cuite, qui a été intéressant tout d'abord parce que, déjà pour cette résistance mécanique et à l'eau, c'est aussi, la terre cuite, c'est aussi utilisé dans les substrats, donc ça a un pH moins fort que d'autres matériaux qui peut être intéressant pour les plantes. C'est un système constructif qui est assez répandu depuis des millénaires et qui peut être une ressource aussi locale, même si son impact écologique reste fort à cause de la cuisson des briques qui peut monter jusqu'à 1200 degrés. Et donc là, pour se pencher un peu sur le système constructif, c'est un mur de briques autostables classique avec 4 rangées. Et comme vous pouvez le voir en haut, il y a l'une des rangées qui a été retirée et les briques transversales qui s'appellent boutisses, qu'on voit en bleu sur le petit plan en haut à droite, elles ont été allongées un petit peu pour créer ce vide intérieur dans lequel on a placé le substrat. Et voilà, et on a créé un moucharabia en façade qui s'appelle Sauvage afin d'avoir cet aspect plutôt organique. Pour le mur en briques alvéolées, qu'on appelle aussi monomur, c'était intéressant parce que c'est des des produits prêts à l'emploi, aussi en terre cuite, qui sont peu onéreux et assez accessibles un peu partout. Donc là, ça a été détourné, on a scié les briques et on les a utilisées dans l'autre sens. Généralement, elles sont utilisées dans le sens inverse pour la descente des charges. Là, on a scié, on a utilisé les alvéoles
comme des petites jardinières. Et enfin, le mur en pierre sèche, c'était le mur un peu de bon sens, puisqu'on voit que naturellement les murs végétalisés, que ce soit en milieu urbain ou à la campagne, ils sont spontanément végétalisés. Et donc on sait que la pierre, c'est un matériau plutôt idéal pour favoriser la végétalisation. Ici, en fait, on a utilisé des pierres de réemploi. C'était des pierres qui ont été avant utilisées pour les berges de Seine, par exemple, comme les dalles calcaires que vous voyez, et qui viennent du dépôt des matériaux de la ville de Paris. Voilà, on a aussi du porphyre, qui est une pierre volcanique qui servait de dallage aussi dans Paris. Donc ce qui est intéressant là, c'est qu'on a moins d'impact écologique puisqu'on réemploie. Et d'ailleurs, j'ai oublié de parler de la brique, mais ce qui est intéressant aussi dans la brique, c'est que ça peut être un élément qui est réemployé, ou du moins dont les déchets peuvent être revalorisés. Dans un contexte où l'utilisation des matériaux a un gros impact écologique, c'est important d'en tenir compte. Là, on voit un peu aussi la construction par des artisans de la Fédération française des professionnels de la pierre sèche, qui m'ont aidé du coup à construire et à concevoir ce mur. Et on voit ce qui est intéressant, je trouve, ici, c'est qu'au moment de construire le mur, on met en même temps le substrat. Et quand on pense à un bâtiment à plus grande échelle, généralement c'est deux lots différents, c'est-à-dire que c'est des entreprises différentes qui vont se charger du gros œuvre et de la partie paysage. Généralement, la partie paysage vient en dernier. Et là, en fait, ça chamboule un peu tout parce qu'il faut imaginer les deux en même temps. C'est-à-dire que les maçons, ou les ouvriers, les artisans qui vont construire le mur, c'est aussi eux qui vont être responsables de la partie paysage pour remplir au fur et à mesure le substrat dans le mur. Concernant le choix des espèces végétales, donc je n'ai pas précisé, on ne s'est pas concentré sur les espèces animales ici parce que à cette échelle, qui était assez petite, le pavillon il fait 2,50 m de haut, c'était pas suffisamment grand pour pouvoir tester des nichoirs qui sont par ailleurs disponibles, mais en tout cas dans les applications on les a mises, et surtout les espèces végétales elles sont codépendantes, elles sont interdépendantes avec des espèces animales, comme l'a dit précédemment Valentin, et c'est associé avec des pollinisateurs et d'autres espèces. Donc là on a choisi, au lieu de prendre que des espèces d'un milieu, on a pris des espèces qui poussent déjà sur les murs, comme la Saint-Belair des murs, la valériane rouge. Donc c'est des espèces qu'on retrouve très souvent sur les murs en ville ou à la campagne. On a aussi des espèces de friches, comme la grande kélidoine, qui pousse vraiment en bord des routes, etc. Donc on a essayé de diversifier justement pour avoir une palette. Pour favoriser la biodiversité, on a voulu avoir des espèces de milieux diversifiés. Le seul critère, c'était d'avoir des espèces indigènes, car elles sont plus adaptées au climat local, aussi aux ravageurs locaux. Et ça a été prouvé scientifiquement qu'elles favorisent, qu'elles sont associées à plus de présence de pollinisateurs indigènes également. Donc dans cette expérience, comme c'est une expérience scientifique, le but c'était de comparer les murs entre eux, déjà, comparer aussi les murs nord-sud, et enfin comparer sur le même mur si les plantes poussent mieux en haut, au milieu ou en bas. C'est pour ça qu'on a répété les semis de cette vingtaine d'espèces de la communauté végétale à 5 hauteurs différentes, dans 5 rangs. Et après, on a fait le suivi entre 2021 et 2022, à peu près tous les 2 mois. On a compté le nombre d'individus et le nombre d'espèces pour faire justement des statistiques qui soient significatives scientifiquement pour pouvoir comparer ces murs et avoir des données sur la biodiversité. Ce qui n'est pas évident en fait. Souvent, on attend de savoir quels bénéfices ces systèmes ont pour la biodiversité, mais c'est très difficile en fait de quantifier cela. Il faut faire du comptage en fait. Parfois, il y a du comptage qui est destructeur. Là, en l'occurrence, c'est pas destructeur. Et on obtient des graphiques comme ça, assez simples, sur toute la durée de l'expérience. Là, on a le nombre d'individus, donc le nombre de plantes sur chacun des murs. On voit que le mur en pierre sèche présente le plus grand nombre d'individus, suivi de près de la brique pleine. Et enfin, le monomure, c'est sur ceux qui ont présenté la moins grande biodiversité. Et là, on a les moyennes du coup du nombre d'individus et du nombre d'espèces. En fait, pour quantifier la biodiversité, c'est important de regarder à la fois le nombre d'individus et le nombre d'espèces. Parce que par exemple, sur 100 individus, on peut avoir qu'une seule espèce, l'espèce humaine, par exemple. Alors que si on regarde 50 individus avec 50 espèces différentes, là, on aura une biodiversité qui est plus intéressante.
Et on voit sur ces moyennes clairement aussi les murs en pierre nord et sud, et le mur en brique aussi côté nord, qui sont significativement supérieurs en termes de biodiversité aux autres murs. Donc, on a fait aussi beaucoup d'autres expériences annexes à cette première expérience, sur les prototypes de murs. À échelle 1, on a travaillé sur la bioréceptivité des matériaux, qui est la capacité des matériaux de construction à accueillir les organismes vivants, qui est une recherche qui date d'à peu près 30 ans, donc ça reste assez récent. Donc c'est la première fois aussi qu'on donne des propriétés agronomiques à des matériaux de construction pour le bâtiment. Généralement, on les regarde plutôt pour leurs propriétés structurelles, isolantes, etc. Donc, ces expériences qu'on a faites pendant la thèse, en collaboration avec tout un tas d'acteurs, nous ont permis d'avoir une synthèse des résultats qui donnent des critères de conception à l'usage des concepteurs, des architectes ou alors de toute personne qui voudrait faire des murs biodiverses avec ce système, notamment sur les conditions techniques, donc la morphologie du mur. Le fait que ce soit vertical, en fait, c'est vraiment des conditions extrêmes pour les plantes, parce que ça se retrouve très peu dans la nature, à part pour les plantes de falaises ou de roches. Et donc ça va impacter l'accès à la lumière et à l'eau de ces plantes. Donc c'est très important d'avoir plutôt un fruit sur le mur, c'est-à-dire une pente pour favoriser cet accès à la lumière. L'ouverture en façade, c'est aussi un élément très important, c'est-à-dire le nombre d'ouvertures qu'on va avoir, parce qu'en fait, plus ça va être ouvert, plus le substrat va s'assécher avec l'exposition du soleil. Donc c'est bien d'en avoir pour avoir plus de plantes, mais il faut faire attention à ce que ça ne s'évapore pas. Si on zoome sur l'une des cavités, comme je le disais à la base, la couche surfacique épaisse est très importante pour protéger le substrat de l'assèchement. Donc ça, c'est vraiment ce qui s'est joué pour que les murs en pierre soient plus, on va dire, biodiverses que les autres murs. C'est l'épaisseur du mur, mais aussi sa capacité thermique, sa densité, qui va mieux protéger en fait des chocs extérieurs l'intérieur du milieu. On conseille aussi d'avoir un débord pour la condensation des plantes. C'est ce qui est observé sur les murs végétalisés spontanément, et de préférence une forme concave pour retenir mieux l'eau et le substrat. Voilà. Et les cavités, il faut qu'elles soient assez grandes aussi pour que les plantes s'épanouissent. Elles aient assez de place pour s'épanouir, avoir accès à la lumière, et en même temps que leurs pieds soient protégés d'une exposition directe, encore une fois, pour pas que ça s'assèche trop vite. Concernant les matériaux, comme je le disais, résistant à l'eau et structurel, mais aussi bioréceptif, qui est un nouveau critère pour les matériaux de co-construction. Donc un bas pH, parce que souvent, comme c'est des matériaux calcaires, ça a des pH autour de 14 parfois pour les bétons. Donc avec l'oxydation, au fil du temps, le pH peut baisser jusqu'à 11 environ. C'est ce qu'on constate en tout cas dans nos recherches. Mais les plantes, souvent, même les plantes de milieux calcaires, donc qui sont adaptées à des milieux basiques, pour elles, un pH autour de 8, c'est déjà beaucoup. Il faut aussi que le matériau soit poreux, rugueux. En fait, il faut considérer un peu le matériau comme faisant partie du substrat pour les plantes, ce qui est assez nouveau dans l'architecture. On n'a pas l'habitude de considérer les matériaux pour ça. Enfin, les conditions biologiques, donc le substrat, les plantes et l'eau. Ce qu'on a vu sur le substrat, c'est qu'il fallait un mélange. Comme encore, cette condition verticale, elle est très contraignante parce qu'on a un risque de tassement à la fois du substrat et d'une mauvaise répartition de l'eau à l'intérieur du substrat quand on arrose par le haut. Donc en fait, il faut avoir un mélange intelligent entre un taux de matière organique, donc c'est toute la ressource pour les plantes, en nutriments pour les plantes, mais aussi ce qui va permettre la rétention de l'eau dans le mur, et par rapport au nombre de parties minérales, donc d'éléments grossiers, qui vont créer un squelette dans le substrat qui va éviter le tassement. Et donc il y a un juste milieu à trouver dans la composition du substrat. Et enfin, concernant les espèces, comme je le disais, des espèces indigènes résistantes à la sécheresse, spécialistes des murs ou des friches ou de milieux calcaires, puisque les murs sont une sorte de milieu calcaire. Voilà. Et concernant l'arrosage, il vaut mieux privilégier évidemment d'arroser qu'en saison sèche, donc à l'été. On peut arrêter, c'est ce qu'on a fait pendant toute la période, pendant 8 mois en hiver jusqu'au printemps suivant. On a arrêté l'eau et une partie des plantes a pu survivre. Voilà. Et sinon, je pense qu'on peut aussi parler des semis,
ou des godets. Là, on avait mis des semis parce qu'on voulait vraiment voir comment les plantes se développent à partir de la graine sur le mur, vraiment comment elles s'adaptent au niveau du port. Mais en fait, le fait de mettre... c'est un peu compliqué sur un chantier de semer sur un mur. Du coup, plutôt privilégier les godets, mais les faire pousser à la verticale déjà en pépinière. C'est ce qu'ils ont conseillé pour pas qu'elles aient un choc quand on les installe sur le mur. Voilà, et du coup, cette expérience a donné lieu à plusieurs applications architecturales. Le mur en pierre sèche, par exemple, a donné lieu à ce pavillon pour la métropole du Grand Paris à la Biennale d'architecture et de paysage de Versailles par l'agence Chartier-Dalix. Donc on est passé de 1,50 m de linéaire à 60 mètres de linéaire, donc c'était beaucoup plus ambitieux. Voilà. Au départ, c'était assez intéressant parce qu'il y avait un paysagiste qui travaillait sur ça, comme c'était à Versailles, il fallait que le végétal reste agréablement beau et ordonné. En tout cas, c'était l'idée. Donc au départ, on avait des belles lignées diagonales sur le pavillon, mais on a vu qu'au bout d'1 mois, c'est devenu complètement recouvert et en friche, la végétation a vraiment pris et a recouvert tout le mur, donc on voyait vraiment plus le mur. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a il y a une acceptation à avoir en tant qu'architecte ou constructeur ou peu importe, porteur de projet de construction en tout cas, sur le fait qu'on ne contrôle pas tout, surtout les choses vivantes. On a l'habitude de tout contrôler avec les matériaux inertes, etc. Mais le vivant, c'est beaucoup plus compliqué de le contrôler et ce n'est pas le but justement, il faut accepter une part d'un contrôle. Voilà. Une autre application de l'agence, je vais finir là-dessus, j'ai une dernière slide après, c'était le mur biodiversitaire du nouveau siège de la PHP à Paris, dans le 12e arrondissement. Donc là, c'est une autre version du mur avec des parements en béton. Voilà, donc qui a été installé en 2022. Oui, alors effectivement, ça c'est sur du très long terme, mais dans le substrat, normalement, on surveille, enfin le pH du substrat, en tout cas, il est indépendant. C'est qu'à terme, on imagine qu'il peut y avoir, avec le vieillissement du béton, une influence sur le substrat. Et dans ce cas-là, on peut soit intervenir, donc avec des amendements, etc., enfin, soit adapter les plantes pour qu'elles correspondent au milieu. Mais dans ce cas-là, en fait, c'est du béton BFUB, je pense, donc qui est très imperméable. Donc pour le coup, il y a peu d'échanges avec le substrat dans ce cas-là. Donc les perspectives de cette recherche, j'essaye d'être rapide, je ne sais pas où j'en suis niveau timing, c'est d'avoir le coût-bénéfice de ces systèmes pour voir l'intérêt de leur mise en place et leur démocratisation potentielle. Parce que comme on utilise des matériaux de construction et qu'on construit du neuf, ça peut être mis sur une façade existante évidemment, mais ça reste des matériaux souvent neufs. Donc voilà, il y a un bilan carbone en plus, un impact environnemental par rapport aux bénéfices que ça a pour la biodiversité. Donc c'est important en fait d'avoir cet outil pour paramétrer voilà, nos choix de conception tout simplement. Par exemple, pour limiter l'impact environnemental, on peut privilégier le réemploi de matériaux de construction, l'emploi de technosols pour le substrat. Les technosols, ce sont des sols artificiels urbains qui sont faits à partir de déchets. Donc ça permet aussi de ne pas aller chercher un sol naturel pour le mettre en ville et d'éviter aussi cette consommation de sol. Et enfin, pour l'arrosage, comme je le disais, avoir des cuves de stockage d'eau de pluie ou d'eau grise pour arroser, pour éviter trop de consommation d'eau. Et enfin, je voulais finir sur cette slide. C'est le dernier rapport de l'IBES, donc l'autorité sur la biodiversité dont je vous parlais au début. Son dernier rapport, c'est sur les évaluations des valeurs de la nature, qui date de juillet 2022, qui était encore en cours. Donc, il propose, en fait, ces experts proposent de diversifier notre rapport à la nature en s'inspirant de l'éthique de la nature. Pour l'instant, on parlait surtout de services écosystémiques depuis les années 2000 pour avoir un argument en fait, de taille pour protéger la nature, mais ils constatent que ça ne suffise pas pour qu'on réagisse face à la gravité des crises environnementales. Et donc, ils proposent d'accorder une valeur intrinsèque à la nature qui n'est pas forcément utile pour l'humain, mais aussi pour voilà, d'avoir une valeur qui lui est propre et de la respecter, par exemple en donnant une valeur juridique au non-humain. C'est un moyen, par exemple, dans notre système pour protéger la nature qui va un peu plus loin que seulement parler de services écosystémiques. Voilà, je voulais... Donc merci de votre écoute et je vais passer la parole à Nathan. Merci beaucoup Delphine.
N'hésitez pas à garder vos questions en tête et on se rejoindra devant pour y répondre. Et donc, je laisse la parole à Nathan Crouzet. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Delphine, merci Valentin, c'était hyper intéressant. Et voilà. Donc je m'appelle Nathan Crouzet, j'ai 34 ans. Et l'architecture, l'urbanisme sont ma passion. Et la nature et l'environnement également, quoi. Et en ayant, à travers mes études d'architecture, d'urbanisme, des stages chez WIC Construction ou dans des agences d'archi ou d'urbanisme, j'ai eu la tête un peu confuse parce que je me suis rendu compte que les deux notions étaient contradictoires. Et l'architecture, l'urbanisme, l'aménagement, on l'a vu avec vos deux exposés, produisent un écocide. On voit une érosion, mais ce n'est pas une érosion, c'est une destruction des milieux. Et je me suis dit, mince, ma passion détruit mon autre passion, quoi. Et en fait, non. Les choses sont complémentaires et sont possibles de cohabiter ensemble, par essence. Et la première chose que je voulais vous montrer, c'était il n'y a pas très longtemps. Je me baladais en Charente-Maritime et j'étais dans la ville de Brouage, sur la citadelle de Vauban, magnifique. Et c'est la première fois que j'ai vu une cigogne. Et c'était beau parce qu'une citadelle protégeait les hommes et les femmes à l'époque. Et aujourd'hui, la citadelle protège les cigognes, qui est une espèce protégée. Et elle était là comme un dieu, elle nous regardait, et c'était incroyable. Je me suis dit, mais on partage ce monde avec des dieux, quoi. On ne les voit plus parce qu'ils sont là, mais au final, ils sont dans nos espaces, ils sont devant nous, et on observe leur destruction. Et dans ma pratique architecturale, à la fois j'ai des projets plus classiques de rénovation du bâti, mais également des projets qui me tiennent à cœur, sur des projets manifestes où justement on peut sensibiliser le public à la destruction des milieux et des espèces. Là par exemple, c'était une œuvre co-réalisée avec une artiste, Marie-Hélène Richard, et la LPO, où on a aménagé un nichoir à oiseaux en pleine forêt de Rouen. C'était symbolique, mais bizarrement, ça a quand même marché. Un tiers des cabanes étaient occupées. On l'a construit, et ça, c'était un projet qui était juste un appel d'offres d'idées sur un abri à insectes qu'on a fait avec le Musée d'histoire naturelle de Paris, à côté du centre Pompidou. Et effectivement, par rapport à ce que vous disiez, on ne peut pas juste proposer le logis, mais il faut aussi nourrir les insectes qui pourraient vivre dans ces espaces. Donc, ce n'était pas seulement l'anneau qui pourrait être des abris, mais également la végétalisation des espaces. Et là, le dernier projet que j'ai fait pour cette année, avec un nichoir à chauves-souris, en pleine campagne dans la Champagne, où il n'y a plus une seule haie, et pour vraiment sensibiliser l'intérêt justement agroécologique des animaux sur la chasse aux insectes ou aux ravageurs. Donc 3 points: construire un lieu, construire une ville, construire des milieux. Construire un lieu, c'est la ferme de la Grande Frinière à Cesson-Sévigné, donc juste à côté de Rennes, qu'on a pu reprendre avec mes parents, qui étaient déjà propriétaires, mais dont le locataire est décédé. Et le jour où on a récupéré la ferme, on s'est rendu compte que la ferme était complètement, justement, stérile, quoi. Elle paraissait propre, avec des belles façades béton, un goudron ou du béton. Mais en fait, elle était complètement, d'une part, polluée, avec des hydrocarbures, des produits phytos, et qu'elle était très, 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 très abîmée, quoi. Que sous ces belles façades en ciment, le bâtiment était complètement cassé, quoi, voire même en péril. Et des photos historiques. Et la surprise, c'est quand on a curé les façades, décrouté le ciment, on s'est rendu compte que d'une part, elle était en bauge. Donc pour ceux ou celles qui ne savent pas, la bauge, c'est des murs en terre et en paille porteuse, et aussi également un système structurel en colombage, quoi, donc en bois. Et tout avait moisi sous le ciment. La bauge encore ça allait, mais le bois était complètement moisi, quoi. Et des années de travaux, et en fait, en curant les façades, en dépollant les sols, en cassant justement toutes ces surfaces imperméables, on s'est rendu compte que la vie était revenue en fait dans la ferme. Donc toutes les fermes ne sont pas biodiversitaires, hein, au contraire, mais les choses ne sont pas fixées non plus, quoi. On peut passer d'un avant à un après, quoi. Donc c'est pas parce qu'une ferme ou un espace est déjà abîmé ou en tout cas stérile que c'est immuable. Les choses peuvent évoluer.
Et ce qui est beau, c'est qu'on a fait donc beaucoup de chantiers, à la fois des chantiers pro avec des maçons, des maçonnes, des charpentiers, charpentières, des entreprises, mais également aussi en beaucoup de chantiers participatifs, avec des formations de stagiaires et également des stages avec des écoles de design ou des écoles d'architecture, comme l'école d'architecture de Rennes. Et on a appris à construire en terre et en pierre, et autre chose encore, on le verra au fur et à mesure. Ce qui est beau, c'est que en fait, la vie de la ferme, encore une fois, n'est pas contradictoire avec la biodiversité. On pourrait se dire, eh ben non, on ouvre juste la ferme et on la laisse aux animaux. Mais non, en fait, les animaux, s'ils viennent justement dans cette ferme, c'est aussi parce qu'on est là, quoi. À la fois parce qu'on produit des déchets. Hein. Quand on mange dehors, il y a plein de choses qui traînent. Et les oiseaux, on le voit bien, mangent tout ce qui est disponible. Mais également les artisans qu'on installe dans la ferme à terme, boulanger, poterie, menuisier et brasserie, vont aussi amener des avantages, des inconvénients également, mais en tout cas quelque chose de positif pour les animaux qui seront dans la ferme. Et même les fiestas en fait sont pas contradictoires avec la biodiversité. Et on a observé pas mal de populations d'hirondelles et des hiboux, des chauves-souris. Et moi j'avais peur, hein, j'ai contacté la LPO justement de Bretagne pour me conseiller sur le préjudice que ça pourrait engendrer, parce qu'il y a quand même, là c'était un fest-noz, ça allait encore, mais dernièrement on a fait une soirée plus rock, et, et là il y avait du son qui était envoyé, et les animaux ont une tolérance sur ça. Et s'il reste, c'est qu'il et s'il reste, c'est qu'il il le tolère. Et les chauves-souris, d'ailleurs, les hirondelles qu'on voit, sont des indicatrices des milieux. Il n'y avait pas une seule hirondelle quand on est arrivé en 2015 dans la ferme, et aujourd'hui, on a à peu près, je sais pas, une dizaine de nids et le triple d'hirondelles qui tournent autour. Elles font 3 nichés par an, et c'est incroyable, quoi. Et là, c'était la décoration de la dernière fête. Il y a un drapeau queer au-dessus au-dessus de la cheminée. Et c'est pas pour rien, c'est aussi parce que les animaux, la biodiversité, elle est queer aussi d'une manière ou d'une autre. On voit les choses d'un point de vue patriarcal, mais justement quand on translate notre culture vers d'autres systèmes animaux, on se rend compte que tout est construit. Et dernièrement, j'ai entendu parler quelqu'un qui disait oui, les animaux et les êtres humains. Et j'étais un peu choqué, je me disais, mais il ne se rend pas compte que les animaux, les êtres humains, c'est la même chose. On est des animaux. Et on ne peut pas séparer les deux. Et c'est bien pour ça, là, dans la suite du diaporama, vous verrez, ce n'est pas du tout les mêmes choses, qu'il y a des problèmes qui se créent. C'est qu'on on sépare d'un mur en fait, les deux mondes, alors qu'en fait, les deux mondes sont évidemment poreux, quoi. Et les cabanes des oiseaux de l'anneau que j'avais fait en forêt de Rouen, je les ai quand même installées, même si je suis persuadé que les vraies cabanes à oiseaux, c'est les arbres, les fissures, les milieux naturels. Je les ai quand même mises pour voir si ça allait marcher, et ça a marché, quoi. Donc quasiment toutes les cabanes sont occupées, et les infractuosités aussi des enduits que je fais sur les façades en terre, donc enduits en terre évidemment. J'ai respecté les espaces des entrées des nids et conserve les populations. Les premiers types d'animaux de la ferme, donc les êtres humains, on est dedans, et évidemment qu'on a une pression sur le milieu qui est absolument pas négligeable. Il y a le chien, le chat qui également posent des questions, mais aussi des avantages. Les mulots, les campagnols, les souris, les rats qui posent des questions, mais qui sont présents avec nous et qui sont liés à l'être humain. Et les poules, ou d'autres types d'animaux, hein, les vaches, les moutons, ce que vous voulez, mangent à la fois les déchets des gens qui y vivent, mais qui produisent aussi énormément d'avantages, hein, en termes de viande ou en termes de produits. Des animaux donc naturels, des animaux comment dire, qu'on ne maîtrise pas justement, comme des oiseaux, des libellules et des insectes avec des mantes religieuses. Toutes les photos, c'est les miennes, et j'aurais pu multiplier ça x 10, x 15, x 100 par rapport à tout ce que j'ai pu observer et tout ce qui a pu être évolué aussi en termes de recensement sur 10 ans de chantier, quoi. Des amphibiens, ils sont tous protégés, donc il n'y a même plus de questions à se poser là-dessus. Des troglodytes mignons qui sont
tout petits et qui font un bruit surréaliste. Et encore comme la cigogne, mais là c'était à domicile, c'était un moyen-duc qui vit sur la ferme. Et ça, c'était une réelle vision, quoi. Un autre dieu qui vit avec nous, perché sur la fourche-bêche, et il est là, quoi, avec nous. Des vers de terre, Valentin l'a dit, c'est la qualité des sols qui est essentielle. Et il produit forcément tout ce qu'on mange, comme les insectes, pollinise les fruits et les légumes qu'on consomme, les hérissons et les grenouilles. Et les araignées, qui souffrent d'un délit de faciès comme plein d'animaux qui vivent avec nous. On parlait tout à l'heure avec les rats, avec je sais pas, les serpents, ce que vous voulez, qui sont des peurs ataviques, donc des peurs qui sont enfouies au fond de nous, mais qui au final nous rendent bien plus de service que de préjudice, quoi. On observera aussi la peinture rouge du plafond, qui est une peinture naturelle, qui s'appelle du sandbœuf, et qui est de la peinture suédoise aussi, et qui n'a aucun composé organique volatile, toxique. Des hirondelles qui ont des nids incroyables, donc c'est presque de la construction bauge, hein, comme ce que nous on fait à la ferme. Et ça, c'est ce qu'on peut produire nous en termes d'architecture, quoi. Et il y a une similarité mais énorme entre ce qu'une hirondelle peut faire et nous, quoi. Quand on construit strate par strate un bâtiment, comme les hirondelles peuvent construire strate par strate leur nid, c'est fou quand on y pense. Et ça, c'est des types de constructions qui sont à zéro carbone et qui possèdent des qualités qui sont incroyables. Construire une ville. Alors là, c'est la partie un peu moins joyeuse de la conférence, mais en fait, c'est hyper important d'en parler. Ça fait mal d'en parler, mais c'est la clé. C'est qu'on ne peut pas juste parler de nichoirs ou de 3 infrastructures. Il faut aussi pointer les vrais enjeux sur la biodiversité. Et nous, à Cesson-Sévigné, on est en rapport avec un projet d'urbanisme qui s'appelle Via Silva, qui est un projet de Rennes Métropole et dirigé par la mairie de Cesson, la mairie de Rennes et une société publique locale d'aménagement qui s'appelle la SPLA Via Silva. Là, l'urbaniste s'appelle Christian Devillers. Il y a des bureaux de contrôle comme Artelia qui supervisent le projet. Et j'en parle parce que ça pose des questions. Ça pose des questions sur les choix qui ont été faits depuis 10 ans, 15 ans, et qui continueront pendant 10 encore ou 15 ans à terme à construire sur 650 hectares de campagne, et dont les 200 hectares sont déjà opérationnels. Et nous, on est dans Pierrin-Est, et c'est construit autour de la Frinière dans 15 ou 20 ans, quoi. Et évidemment que le moyen-duc ou toutes les autres espèces ne vont pas forcément rester quand vous verrez ce qui les attend. Et je vous parlais du schisme vraiment entre la personne qui disait qu'il n'était pas un animal et le plan d'urbanisme qui est hyper flagrant, quoi. Ils auraient voulu le faire, ils n'auraient pas fait mieux, quoi. Entre un projet d'urbanisme urbain, ville et nature, quoi. Alors la nature, c'était la somme des mesures compensatoires ou des servitudes comme la servitude électrique ou des servitudes naturelles. Donc ils ne pouvaient pas construire de toute manière sur cette partie-là. Mais il n'y a aucune porosité entre justement cette ville qui pourrait être en elle-même naturelle, quoi. Et on le verra après avec d'autres types de quartiers qui sont bien plus poreux, produisent une ville qui est bien plus végétale et bien plus intéressante d'un point de vue biodiversité, quoi. En tout cas, ça pose des questions, je trouve, de séparer autant la ville et la nature, quoi. Comme si la ville était propre et la nature était sale et que les deux n'allaient pas se mélanger comme ça, quoi. Et c'est pas juste un plan d'urbanisme, c'est aussi des réalités, quoi. C'est pas, c'est de l'affect, mais c'est aussi des choses qui sont rationnelles. Et par exemple, quand on colorie en noir toutes les surfaces imperméabilisées du projet, qui sont projetées ou déjà imperméabilisées, on se rend compte que les surfaces qui projettent d'urbaniser sur Via Silva sont urbanisées à 90%. Alors que le parc, lui, est imperméabilisé à 30%, et les lotissements de Cesson ou les zones déjà construites sont à 50%. Donc en fait, quand on imperméabilise à 90%, il n'y a plus de terre. Il n'y a plus de terre, il n'y a plus de support à la vie, quoi. Et déjà, en fait, rien que pour ça, on diminue la biodiversité d'autant, quoi. Sachant qu'on observe quand même de la biodiversité dans les lotissements ou dans les zones déjà construites, parce qu'il y a quand même des plages de terre végétale, de friches ou même de pelouses qui sont là, quoi.
Et à Via Silva, il n'y aura pas ça. Et quand il y a un effort de fait sur la biodiversité, c'est ce qu'on peut observer à Via Silva, quoi. Sur le bâtiment de Soprasteria, un nichoir, c'est ce que le doigt l'indique, un nichoir à oiseaux, quoi. Et c'est presque cruel, vraiment je le dis, parce que les oiseaux se prennent les vitres en pleine face, quoi. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont voulu dire, mais c'est ça. Et les qualités des terres, c'est le parc. Et le parc, 30%, je vous l'ai dit, était imperméabilisé. Le reste qui n'est pas imperméabilisé a perdu sa couche végétale, parce qu'ils ont complètement raclé la couche supérieure. Et si vous le savez, il faut 1 centimètre, il faut 1000 ans pour faire 1 centimètre de terre végétale. Et quand on soustrait justement des hectares entiers à des zones naturelles, bah, c'est fini pour les zones naturelles. Elles ont perdu leur qualité intrinsèque, même si effectivement elles repartent au stade désert pour reconstituer, et avec des intérêts écologiques sûrement évidents. Ils ont quand même totalement, je ne sais pas si on peut dire détruit, mais en tout cas déboussolé des milieux, quoi. Et des mesures compensatoires. Je pourrais vous faire une conférence entière sur les mesures compensatoires, où 80% des mesures compensatoires sont compensées sur des zones naturelles, et 80% des mesures compensatoires ne fonctionnent pas a priori. Et on respire un peu. Un quartier que j'ai visité quand j'étais ado, j'ai amené mes parents pour aller en Allemagne, aller voir le quartier Vauban à Fribourg, en Bresgau, qui est d'une beauté et d'une finesse incroyable, où justement il n'y a pas de trou pour les parkings souterrains parce qu'il n'y a pas de voiture. Donc le problème est réglé dès la base. Il y a des noues incroyables pour rafraîchir les quartiers. Parce que quand on construit 90% d'urbanisation, de perméabilisation, on crée des îlots de chaleur délétères pour les humains et les animaux. Et la manière dont est fait le quartier, qui est dense, hein, qui est presque aussi dense que Via Silva, est fait quasiment à l'inverse, où la nature rentre dans les cours comme dans un peigne, et c'est hyper intéressant. Et je vous invite vraiment à y aller. Comme je vous invite aussi à aller voir un exemple en Ille-et-Vilaine, au quartier des Courtils, à Bazouges-Chouédé. C'est entre Rennes et Saint-Malo. Et un quartier hyper intéressant où justement tout a été réfléchi pour éviter la bétonisation de la campagne, qui effectivement là pour le coup prenait un champ, mais qui est d'une beauté et d'une intelligence folle, avec des constructions en cours, en îlot, et pas de trottoir parce que les gens sont sur la voirie, et un système de gestion des eaux qui est incroyable. Et toutes les maisons évidemment sont en structure écologique, bois, terre, paille, pierre, bauge. Et tu l'as dit aussi, c'est qu'en fait, il y a la forme de bâti qui est intéressante, mais les matières. Les matières, c'est la clé en fait pour avoir de la biodiversité sur les ouvrages, sur la partie urbaine. Et la bauge, en fait, les murs en terre, ils représentent les façades, les falaises. C'est pour ça que les animaux, ils comprennent en fait où ils sont. C'est qu'ils imaginent que c'est de la nature alors que c'est humain. Comme peut-être pour les maisons en bois, je sais pas. Peut-être qu'ils imaginent que c'est des structures comme de la forêt, je sais pas. Mais en tout cas, c'est incroyable de voir la vie, mais naturelle, hein, sur les murs en bauge, sans même qu'on le fasse exprès, quoi. Là, le doigt indique un trou d'abeilles solitaires. On imagine les abeilles dans des ruches artificielles humaines, mais en fait, la vraie biodiversité, elle se fait par les abeilles solitaires, et elles vivent dans la bauge, et elles vivent dans la terre, et les constructions peuvent être des supports à leur vie. Et même quand on enduit les bâtiments en terre, et que c'est magnifique, et que c'est complètement fermé pour le coup, parce que là, il n'y a plus d'espace pour que les abeilles rentrent dedans, et ben en fait, c'est pas un souci, parce que quand le mur va se décomposer ou se dégrader, et ben ça créera justement une différence de milieu pour que les abeilles ou d'autres types d'animaux puissent rentrer au fur et à mesure dans les façades. Donc c'est même pas un souci, il n'y a pas de pollution là-dessus, et c'est l'évolution du bâtiment qui fera que le bâtiment justement sera des supports à la vie sur la restauration, l'entretien et même le compostage du bâtiment. Et que des matières naturelles, hein, donc ardoise, c'est de l'ardoise, c'est de la pierre, et de la terre cuite. Donc, et du bois évidemment, où le bois est compostable par définition, et support aussi à la vie avec des insectes. Et c'est 2 choses importantes encore à dire. C'est
tous ces quartiers qu'on voit fleurir partout, en fait, quand on réfléchit une seconde à la provenance en fait, des métaux qui composent les ferraillages, le fer, l'acier, tout vient de pays comme le Canada, l'Amérique du Sud, l'Inde ou la Russie, et ont un impact indirect sur d'autres milieux. Donc peut-être qu'on n'abîme pas en plus les milieux en France, mais il faut aller voir d'où viennent tous ces produits dans d'autres pays, quoi. Et effectivement, là, au Canada, ça pose des questions, quoi. Et moi, je l'ai vu en voyageant en Inde, la production d'ArcelorMittal, et c'est inimaginable. Et vous l'avez dit aussi l'un et l'autre, sur les bilans carbone. Via Silva, on l'a calculé au minimum selon les chiffres de l'ADEME, et on obtient sur les 200 premiers hectares 1,5 million de tonnes de CO2, quoi. C'est le poids de 120 ou 150 tours Eiffel, je ne sais plus. Et c'est un poids qui est invisible. C'est ça qui est fou, c'est qu'on comprend 1,5 million d'euros, mais on ne comprend pas 1,5 million de tonnes de CO2, quoi. Et alors que le vrai poids de Via Silva, en fait, c'est plus ça qu'autre chose, quoi. Et c'est la dette carbone que les élus, les aménageurs laissent à notre génération, quoi, et aux générations futures. Et un monde à plus de degrés, c'est un monde qui forcément aura un impact sur la biodiversité. Et c'est pas à plus de degrés, c'est plus 2, 3, 4, 5 degrés. Et construire des milieux, c'est la suite en fait. C'est des projets qui sont la suite de tout ça. En fait, c'est pouvoir récupérer des terres agricoles au nord de la ZAC, où la DUP, la déclaration d'utilité publique sur la ZAD, la zone d'aménagement différé de Via Silva, est tombée. Et en fait, un projet est possible et est durable avec la ZAN, la zéro artificialisation nette. Et moi, j'ai une politique de replantation sur l'équilibre du préjudice du remembrement, où dans les années, des années 50 aux années 80, voire même encore aujourd'hui, les haies sont abattues, les milieux naturels également, les champs sont drainés, pour revenir en fait à l'équilibre d'origine. Pas pour revenir en 1800, mais pour justement ouvrir ces terres à d'autres pratiques, avec 2 km de haies et la construction de plusieurs mares, quoi. Et ça qui est beau, c'est que les mares, elles sont construites, quoi, et vous le verrez. Les haies et l'entretien aussi des espaces avec la création de talus, de fossés, retirer le drainage des zones humides ou des champs, et aussi l'entretien des émondes qui accueillent une biodiversité qui est spécifique. Et la construction, j'en profite en même temps, des constructions des haies pour construire des abris à hérissons ou d'autres types de choses qui peuvent favoriser la biodiversité, comme la construction des abris à hérissons qui sont particulières, avec, je ne sais pas si vous le voyez, une espèce de spirale où l'hérisson il rentre pour arriver dans une chambre interne, et différents types de paillage avec des schistes pour que l'eau ne s'infiltre pas dans le logement. Parce que c'est du logement, on est architecte, mais on construit des logements pour des animaux, là. Et des hibernaculums pour donc des reptiles ou d'autres types d'animaux également, quoi. C'est juste des tas de pierres avec des briques et de la paille et de la terre, tout posé, et après la nature fera son boulot. Et la mare qui est, moi, ce qui m'a donné espoir dans l'architecture, c'est que c'est la carrière de terre. C'est la carrière de terre de mon chantier. C'est un trou, hein. Et d'ailleurs, les gens qui viennent au chantier l'appelaient le trou. Et c'est là où on vient prendre notre ressource pour restaurer les bâtiments ou construire des nouveaux murs en bauge. Et 2 ans après, c'est ce qui se crée en fait. Quand on crée des milieux bâtis, on peut également créer des milieux naturels, quoi. Alors une mare, c'est pas naturel parce qu'elle a été construite par l'homme. D'ailleurs, c'est la définition des mares, c'est faite par les hommes. Et mais en tout cas, la biodiversité depuis 2 ans est absolument sensationnelle, quoi. Et la conclusion, si vous avez encore 2 minutes d'attention, c'est un projet qui me tient énormément à cœur et je le développe avec Lynn qui est là dans la salle. C'est sur la rue Maréchal Joffre à Nantes. Mais pas la partie commerçante, c'est la partie un peu plus vide entre le monastère de la Visitation et le l'IUT en face. On a 400 mètres linéaires, mais complètement minéral. Là, pour le coup, c'est pas 90%, là, c'est 100%, quoi. Et on a habité dans le quartier, Lynn et moi. Lynn, tu y habites toujours, moi plus. Mais en tout cas, on a développé un projet ensemble pour végétaliser en fait la rue.
et de notre propre initiative, quoi. On n'a pas attendu l'initiative de la mairie pour le faire, on y a été, quoi. On a demandé leur accord, ils nous l'ont donné, mais on a fait le projet de nous-mêmes, quoi. Et s'il y avait bien une rue à végétaliser à Nantes, c'était bien celle-là, quoi. Parce que le avant-après pouvait être saisissant, quoi. Et on a retiré il est assez poreux au final, le goudron, on l'a vu, le long des façades. On a remplacé avec de la terre végétale ou argileuse et on a mis des copeaux. On a quand même planté des plantes parce que les habitants tenaient à avoir des fleurs, et je peux les comprendre également. Mais on a aussi laissé les plantes sauvages et on observe. Mais maintenant, quelque chose de saisissant en 2 ans, quoi. Et je vous invite à y aller en ce moment parce que c'est incroyable en 2-3 ans ce qui peut se développer, quoi. Et c'est pas la décoration, encore une fois, c'est un manifeste d'ouvrir la ville à la nature, quoi. Voilà, je vous remercie. Allez. Bonsoir. Sur les espèces invasives, parce que c'est très... Tout le monde n'est pas du même avis, donc j'aurais aimé avoir votre avis, puisqu'on dit qu'actuellement, les végétaux qui sont autour de nous sont des espèces invasives d'autrefois. Pour répondre, il y a plein de classifications différentes des espèces invasives. Déjà, si vous prenez les classifications qui existent, qui sont faites notamment dans les rapports de l'OFB, il y a tout un tas d'impacts possibles qui sont identifiés. Donc, on a différentes classifications et différentes mesures qui sont proposées en fonction. Ensuite, c'est vrai qu'on pourrait se dire, d'accord, on va laisser se développer, je sais pas, sur une parcelle de la balsamine de l'Himalaya, par exemple, et très vite, parce que je prends cet exemple-là parce que c'est une espèce qui va très vite recouvrir tout le couvert de la prairie, par exemple, et se dire, ok, on laisse faire, et peut-être que dans un certain nombre d'années, l'équilibre il se referait, c'est sûr, et peut-être qu'il y a tout un tas d'espèces qui étaient exotiques et qui aujourd'hui on considère comme indigènes parce qu'elles sont là depuis suffisamment longtemps, parce qu'elles sont forcément arrivées par quelque part, que ce soit par la colonisation spontanée ou un déplacement ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, si on les classe dans ces catégories-là, c'est comme je vous disais, c'est parce qu'il y a des impacts avérés sur la santé, sur les états de santé des écosystèmes, notamment desquels on est dépendant, et puis aussi qui sont très forts. On l'a classifié comme un... Je vous l'ai montré dans une des slides que je vous montrais, avec 11% de contribution dans la disparition des espèces aujourd'hui. Ça vient se rajouter à tous les autres impacts qui sont des impacts qui sont humains. Et les espèces exotiques envahissantes, aujourd'hui, celles qu'on classifie dans ces impacts-là, c'est des espèces qui sont arrivées par l'homme aussi, qui ne sont pas arrivées par une autre espèce animale. C'est arrivé par les cales de nos bateaux, c'est arrivé par des apports pour ornementer les jardins, etc. Et du coup, c'est pas une invasion qui est aussi spontanée que celle qui va d'île en île et qui finit à arriver en France. On arrive d'une espèce qui pousse, je vous prenais l'exemple de la balsamine de l'Himalaya, qui pousse dans l'Himalaya, donc qui est sur des conditions super rudes, directement à un jardin en France. Et là, du coup, il y a zéro équilibre. Il n'y a pas eu d'évolution qui s'est faite au fur et à mesure du chemin, et on est sur une vraie rupture. Après, c'est vrai que quand on est en ville et pas en milieu naturel, là la question elle se pose. Il y en a certains qui vont dire bah oui, les espèces exotiques envahissantes, là on n'est pas sur un milieu naturel. Je prenais l'exemple du Buddleia, l'arbre à papillons, qu'on voit dans énormément de jardins. Il y en a qui vont dire bah c'est pas si grave au final, on a des espèces qui vont polliniser, etc. Ça apporte peut-être un petit quelque chose, ça fait une ressource alimentaire, c'est mieux que du béton finalement. Et ça pose pas de problème à l'écosystème parce qu'on est déjà dans un écosystème contraint où ça va avoir du mal à se déplacer. C'est pas complètement faux, c'est pas complètement vrai. Enfin, il y a un juste milieu, mais dans tous les cas, je pense qu'il y a des cas où il y a une gestion qui est vraiment nécessaire parce qu'aujourd'hui, c'est pas le seul impact. Il y en a plein d'autres. Et du coup, si demain on laisse se développer la Jussie dans tous nos cours d'eau, par exemple, ce sera un impact de plus sur nos cours d'eau avec les barrages, avec tous les busages.
toutes les pollutions, etc., qui feront que ça vient se surajouter à tout un tas de choses, qui fait que ça a un impact négatif. On peut parler du changement climatique aussi. Le changement climatique, il y en a eu d'autres dans l'histoire. Là, il est super rapide, donc il a d'autres impacts, mais il vient se surajouter à tous ces là. Mais vous avez raison de remettre en question aussi la notion d'espèce exotique envahissante. Peut-être qu'une espèce qui est classée aujourd'hui envahissante, demain, on se dira, bah non, finalement. Qu'elles sont assez résistantes à ce réchauffement climatique. Oui, bah ça oui, c'est sûr. Mais après, il y a énormément d'espèces exotiques envahissantes où elles n'apportent pas grand-chose pour les autres espèces. Donc on va aller vers un milieu qui va s'uniformiser, comme je le disais au début, et du coup on va avoir une perte de la diversité en faune, ce qui en fait un milieu qui est beaucoup moins résistant pour l'ensemble des espèces. C'est-à-dire que cette espèce-là, elle va pouvoir résister parce qu'elle s'accommode de conditions très extrêmes, ouais. Mais toutes les autres espèces qui sont à côté, elles vont décliner, et puis on va avoir que les espèces très généralistes qui vont survivre. Et ce qui se passe sur un certain nombre de milieux, déjà, hein, quand on est dans une ville très artificialisée ou en agriculture intensive, et au final, ces milieux-là, ils sont pas non plus hospitaliers pour nous. C'est des milieux qui sont hospitaliers que pour nous, on arrive à y survivre, mais au final, s'il y a une perturbation qui arrive, du type, je sais pas, un événement extrême, un virus ou autre chose, bah, on va avoir du mal à s'en remettre parce qu'il n'y a pas toutes ces espèces-là à côté qui permettent de réguler ces autres espèces, qui nous permettent de trouver des réponses aussi. Hein, toute notre pharmacopée, comme on aime l'appeler, ça vient de la nature, mais naturellement, la nature nous apporte aussi c'est des éléments de purification de l'eau, de purification de l'air, de purification des maladies. Et ce qu'on n'aurait pas si on avait un milieu très uniforme avec juste 3-4 espèces qui se battent en duel. J'ai vu dernièrement un article où on disait que la Jussie allait être employée pour purifier l'eau. Et on fait passer de l'eau sale dans une colonne où il y a de la Jussie. Et enfin bon, c'est juste une petite remarque comme ça. Si c'est utilisé dans un bassin très contraint, c'est bien. Si après ça s'étend sur tous les cours d'eau, c'est pas. Oui. Non, mais c'est trouver des débouchés sur. Il y a une autre question. Trouver des débouchés pour la justice, c'est super en tout cas. Merci. Moi, j'avais une question par rapport à la dernière présentation de vous, Nathan. C'est hyper intéressant tout ce que vous racontez, la générosité dans le projet en tant qu'architecte qui habite peut-être sur le lieu. Est-ce que vous arrivez à transmettre toute cette générosité de projet à d'autres projets? Est-ce que vous arrivez à emmener avec vous des voisins ou d'autres personnes pour faire d'autres projets au-delà de Cesson-Sévigné? Clairement, c'est peut-être pour ça que mes parents me laissent la ferme d'ailleurs. C'est vraiment pour fédérer une génération. Ils auraient très bien pu la vendre et à Cesson, elles valent cher les fermes. Et c'est pas le cas. On restaure la ferme parce que c'est un cas d'école de restauration du bâti ancien, mais aussi du bâtiment contemporain. Et le nombre de maçons et maçonnes qui sont devenus justement professionnels du bâtiment après s'être formés en première étape à la ferme, c'est énorme. Et au-delà de ça, des gens qui n'étaient pas du tout intéressés par ces questions a priori, ou qui sont arrivés là un peu par hasard, justement, ont été sensibilisés à la fois sur la partie bâtie, mais la partie environnementale. Et c'est trop beau. J'ai changé la ferme en changeant totalement sa qualité écologique ou même sa gueule. Mais la ferme, elle m'a changé aussi, quoi. Donc ça a pu changer plein de monde, et moi, ça m'a encore plus radicalisé là-dessus, quoi. Et tant mieux. Et on dit que souvent notre génération, elle est éco-anxieuse. Moi, ça me fait. J'en suis témoin parce que j'ai pas mal de jeunes qui viennent sur ma ferme, ou même des moins jeunes. Et je l'observe, mais on est surtout éco en colère, quoi, parce que y a très peu de choses qui sont faites pour la biodiversité, alors que c'est juste l'urgence absolue. C'est l'enjeu des écoles d'architecture de former des éco-architectes pour justement répondre à tous ces enjeux. Si dans le passé il y a eu des Corbusier, des Perret, des gens nouvelles, c'était des questions un peu formelles ou sociétales, mais aujourd'hui c'est notre enjeu, quoi. Et cette ferme-là, c'est assez sombre, mais heureusement qu'il y a d'autres lieux comme ça en France. Hein. Heureusement, et on fait un travail qui est énorme. Moi, je travaille beaucoup là-dessus. En vrai, je compte pas mes heures, et d'autres travaillent encore plus.
Mais ça pose des questions, parce que ça pourrait être aussi à l'État de prendre en charge des projets d'architecture et d'urbanisme et de les co-construire comme nous on fait sur notre ferme, quoi. Je vais encore parler à vous, Nathan. Vous avez travaillé avec des aménageurs tels que Bouygues. Est-ce que la négociation est ouverte pour faire de l'éco-construction? C'est une vraie question. Tout est soumis à la loi MOP, hein, avec des appels d'offres. Donc c'est problématique parce que le premier critère, c'est pas la qualité architecturale, c'est le budget. Et donc forcément, des aménagements annexes pour la biodiversité sont forcément une plus-value pour un projet. Et j'ai travaillé aussi chez Rachel et Robert, qui travaillaient sur le quartier des Mathurins à Bagneux, hyper intéressant. Et on a essayé de négocier avec le promoteur immobilier des friches pour les hérissons, parce qu'il y avait des populations d'hérissons sur le site. Et vous imaginez même pas d'une part le temps perdu, l'énergie perdue et la paperasse perdue pour garder quelques mètres carrés de friches, quoi. Et la marge de manœuvre, elle est pas énorme, hein. Vraiment, elle est pas énorme. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être changer de paradigme dès l'origine, quoi. Je pense qu'on n'arrivera pas à se faire des écoquartiers, encore une fois, en béton, en acier et patriarcaux, hein. C'est compliqué. Et donc, c'est aussi à notre génération de réfléchir à d'autres modèles, quoi. Et il y a des solutions, c'est ça qui est magnifique. Vous nous avez dit qu'il y avait 90% de surface imperméabilisée, mais je pensais que maintenant il y avait une réglementation sur l'eau où on était obligé de conserver l'eau, d'infiltrer, etc. Donc ils sont hors la loi. C'est de la pleine terre. Ils ont des obligations sur la pleine terre, sauf que sur des toits à terrasse plats, ils peuvent mettre effectivement des substrats de quelques centimètres sur des choses en compensation. Sachant qu'il y a une différence énorme entre un projet et la réalité, quoi. Il y a souvent des différences énormes entre à la fin s'il reste du budget ou pas et ce qu'on le fait ou pas, quoi. Et il suffit d'aller sur Google Earth pour voir que des projets avec des permis de construire sur des parties végétalisées n'ont pas eu la partie végétalisée et finissent en revêtement complètement hydrocarbures, quoi. Mais oui, il y a quand même des réglementations et heureusement, il y a quand même des évolutions qui sont notables dans l'urbanisme et on les observe. Mais c'est pas encore assez je sais pas comment dire, opérationnel sur les enjeux de zéro carbone ou de zéro impact sur la biodiversité, quoi. Je voulais rajouter que souvent, l'une des stratégies écologiques qui existent depuis des décennies, je ne sais pas si vous la connaissez, ERC, éviter, réduire, compenser. Il faut à tout prix éviter de faire un projet qui va avoir un impact néfaste sur le vivant. Si on ne peut pas éviter, on réduit au maximum. Et la solution la moins bonne, qui n'est pas idéale, c'est la compensation. Et en fait, au niveau des nouveaux quartiers et de l'architecture, en tout cas neuve, souvent on se limite à de la compensation, ce qui n'est pas suffisant et ce qui n'est pas idéal, en fait. Merci d'avoir partagé vos visions, vos travaux, vos recherches. Je pense que ça nous ouvre tous à réfléchir dans nos projets, dans nos actions, à notre échelle. Et c'est le but de cette soirée, d'ouvrir des portes et avoir aussi un socle de connaissances à partager. Je vais vous inviter à continuer à partager ensemble nos intervenants. Si vous voulez bien aussi rester encore un peu pour discuter autour d'un verre, ce sera l'occasion de continuer les échanges.